Et son appel au président de la République pour la reconstitution de l'état civil. Notre dossier du jour sur les tensions notées sur le front social. Qu'est-ce qui explique cette effervescence dans le monde syndical? Réponse à suivre dans quelques minutes. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons du troisième âge au Sénégal en cette journée nationale des personnes âgées. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Plus de 250 migrants clandestins rapatriés du Maroc, parmi eux 55 mineurs, dont un enfant de 2 ans et 3 autres de moins de 7 ans. L'action éducative en milieu ouvert tire la sonnette d'alarme et adresse un message aux parents. Reportage Seynou Diop. Ces migrants clandestins sont au nombre de 250. Ils viennent tous du Maroc après des jours passés en mer. Dans ce lot, on note surtout la présence de mineurs. Un phénomène qui fait réagir le coordonnateur régional de l'action éducative en milieu ouvert, Mamadou Diané. Parce que parmi ceux-là, il y a des qui ont été accompagnés par leurs parents. Un bébé de 2 ans accompagné par sa propre mère. Un enfant de 6 ans accompagné par son père. Un enfant de 7 ans. Le coordonnateur régional de l'AEMO mène avec ses camarades des actions pour le retour des enfants dans leur famille. Donc on est là en rapport avec le parquet et les structures de la DPGS pour faire le constat et voir comment prendre en charge ces mineurs. Donc il y a 55 mineurs impliqués dans ces histoires. Le phénomène de l'immigration clandestine inquiète les acteurs qui œuvrent pour la protection de l'enfant. Mamadou Diena met en garde les parents. Pour dire le niveau de conscience de ces parents qui mettent en péril leur vie et la vie de leurs enfants. C'est tout simplement inadmissible et inacceptable. Beaucoup d'enfants sont arrivés à Saint-Louis ces derniers jours. Certains n'ont même pas de parents pour les accueillir. D'autres, par contre, sont pris en charge par l'AEMO en attendant la décision de la justice. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Il y a quelques jours, le consul général du Sénégal à Dakhla au Maroc avait annoncé ce rapatriement en 2 vagues. La première devait arriver hier matin, mercredi donc, au Sénégal. Développer l'employabilité des jeunes de Malicounda, le maire Maguette Sène a signé des conventions de partenariat avec les hôtels de sa commune. Plusieurs jeunes ont d'ailleurs été formés dans les métiers de l'hôtellerie à Nianing. Les diplômés de la deuxième promotion, les diplômes ont été remis aux récipiendaires, former donc les jeunes pour donc les fixer afin qu'ils ne prennent pas les pirogues pour aller à l'aventure. Maguette Sène, le maire de Malicounda, avec Ndeye Matidian. À l'examen national du BTS, on a eu les meilleurs résultats. Les 5 premiers au BTS tourisme, c'est des élèves qui sont sortis de notre école. Simplement pour dire qu'il y a la qualité de l'enseignement, puisque le BTS national, c'est pas donné à tout le monde. Avoir un diplôme, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être l'expérience. Et Dieu a fait que nous avons lié un partenariat avec l'hôtel Riou. Nous avons signé un protocole et dans ce protocole, il est prévu que Riou prenne des stagiaires chez nous et que parmi ces stagiaires, au moment de recruter, Riou puisse recruter en priorité parmi ces stagiaires. Donc ça, c'est une occasion qui est là et c'est un premier hôtel. Il y a d'autres hôtels qui vont venir, qui vont s'ajouter à Rio. Donc c'est simplement pour dire aux étudiants, aux élèves, à ceux qui sont titulaires d'un BFM ou bien d'un bac, venir à l'école, se faire former parce qu'avoir un métier, c'est mieux que de ne pas l'avoir. Le président Macky Sall nous a octroyé une assiette de 200 hectares pour servir de zone industrielle. Nous attendons pas moins de 30 usines qu'on va vous installer dans cette zone. Mais à côté de cette zone aussi, nous avons pensé que la formation est importante et elle est capitale puisque faire des usines, c'est une chose. Et former nos jeunes à présenter les profils qu'il faut pour travailler dans ces usines, c'en est une autre. C'est pourquoi, à côté de la zone industrielle, nous avons délibéré 40 hectares pour abriter des écoles de formation dans les domaines scientifiques et techniques, mais aussi des écoles de formation dans des métiers. Donc je crois que notre jeunesse peut-être manque de cela. Il est de notre devoir en tant qu'autorité, en tout cas de leur offrir cette occasion de se former et de trouver du travail dans leur milieu de formation. Moi je crois que l'immigration clandestine, c'est pas la solution. L'immigration de manière générale. Il faut que les gens croient à notre pays. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. La Cour de justice de la CEDEAO rend son verdict demain vendredi après l'audience qui s'est tenue début novembre. Ziguinchor, à l'image du reste du pays, suit de près ce dossier. Les populations ont appelé à une veillée cette nuit au terrain de Djatir à Lindiane. Veillée nocturne pour, disent-elles, dénoncer ce qu'elles appellent une chute de l'état de droit au Sénégal qui se caractérise par une confiscation des libertés à travers des arrestations tous azimuts. Les initiateurs de la veillée réclament également la libération du maire de Ziguinchor et sa participation à la prochaine élection présidentielle. Cheikh Al-Martoub Sy, un des initiateurs de la veillée, il est par ailleurs le coordonnateur de FRAPP section Ziguinchor. Il est interrogé par la Minba.
Nous avons appelé à une veille nocturne ce soir à partir de 21h au niveau du terrain Diatir. Voilà, c'est toujours dans le cadre du chemin de la libération qui est en train d'œuvrer pour la libération de tous les détenus politiques qui sont actuellement en train de croupir dans les geôles de Macky Sall et du régime dictatorial de Macky Sall. Donc nous avons appelé à toute la population de Ziguinchor et de toute la Casamance pour que nous puissions tenir cette veille nocturne avec les familles des détenus, mais aussi des victimes des répressions du pouvoir dictatorial de Macky Sall. Nous demandons à tous les populations de Ziguinchor de venir participer à cette veille nocturne pour demander solennellement la libération de tous les détenus politiques, avec à leur tête le président Ousmane Sonko, qui en réalité se trouve être le maire de Ziguinchor. Donc nous appelons toutes les populations de Ziguinchor, tous les membres et tous les Sénégalais épris de justice qui sont soucieux de l'avenir du pays, mais aussi qui tiennent à cet état de droit tant rêvé par les Sénégalais et que malheureusement Macky Sall vient de faire tomber à l'eau. Demain également, la Cour suprême statue sur une autre requête des avocats d'Ousmane Sonko relatif au refus de la DGE de remettre des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Deux juridictions donc qui se penchent sur le cas du leader de PASTEF, parti dissous. Au même moment, Yewwi Askan Wi appelle à une journée de mobilisation dans les 46 départements du pays. Les leaders tiennent d'ailleurs une conférence de presse cet après-midi au siège du PRP. Ce sera aux côtés de l'ACOS, les alliés du candidat Ousmane Sonko. Alors, nous passons à l'actualité sociale avec à Bambey, les agents du district sanitaire qui dénoncent les recrutements clientélistes, une doléance parmi tant d'autres soulevée par l'intersyndicale des travailleurs de la santé. Babacar Diouf. Venus des différentes structures sanitaires du département de Bambey, les agents ont dénoncé le recrutement clientéliste du personnel de santé. Le syndicat s'insurge contre la tutelle qui nous affecte à chaque fois du personnel au moment où le district est gorgé de ressources humaines, toutes catégories confondues, à savoir les chauffeurs, les ASC et les matrones, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens biologistes et même des maîtrisards qui travaillent depuis des années dans la précarité sans contrat et avec des salaires misérables. Mbaïdja, le porte-parole du jour, et ses camarades invitent le médecin-chef du district sanitaire à faire cesser ce procédé. La coalition demande aux médecins-chefs du district et aux autorités administratives de faire plus de plaidoyer auprès du gouvernement et des maires pour le recrutement du personnel communautaire qualifié et non qualifié dans la fonction publique locale ou la fonction publique nationale. Ces travailleurs du secteur de la santé dans le département de Bambey se sont aussi offusqués de ce qu'ils ont appelé le manque de considération dont ils sont victimes. L'intersyndicale exige aussi du médecin-chef du district de revoir son système de nomination au sein de l'équipe cadre en favorisant la promotion interne des agents les plus méritants tout en y impliquant l'ensemble des partenaires sociaux. L'intersyndicale demande au médecin-chef à donner plus de considération et respect à l'égard de son personnel et surtout les personnels communautaires du centre de santé. L'intersyndicale a fait face à la presse pour dénoncer son mal-vivre dans le district sanitaire de Bambey. Bambey. RFM Babacar Diouf. La mise en cause promet de répondre ultérieurement. Vous l'avez remarqué, le Front social est en ébullition ces temps-ci et pratiquement aucun secteur n'est épargné. Une situation délétère qui s'explique par la prochaine élection présidentielle, mais aussi les élections de représentativité syndicale qui seront organisées prochainement. Les formations se font sentir. C'est normal, même si les revendications restent valables. Un dossier ficelé par Nafisa Toussila. Un climat social très agité ces temps-ci et nombreuses sont les représentations syndicales qui se font entendre. Le constat est là avec ces nombreuses grèves. Le Haut Conseil du dialogue social qui souvent s'autosaisit estime qu'il y a bien une explication à cette situation délétère. Innocence Tapniaï, présidente du Haut Conseil du dialogue social. C'est une recrudescence des conflits, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. C'est que nous sommes à la veille d'élections qui sont très cruciales. Et le deuxième
troisième élément, c'est l'organisation des élections de représentativité. Il ne faut pas l'omettre. Ces élections vont se passer au mois de décembre. Forcément, il y a une sorte de recherche de positionnement. Cheikh Diop de la CNTS FC porte le même regard sur cette situation. On se fait entendre pour qu'on puisse au mieux et au maximum régler les préoccupations avant les élections. Parce qu'une fois les élections entamées, les partis en compétition ne discutent plus. Et c'est normal. Après les élections également, les équipes qui vont s'installer auront besoin d'un temps de grâce qui peut prendre 3-4 mois. Mais au-delà de ça, il pense que les revendications sont bien pertinentes. Regardez de près, vous verrez que les revendications qui sont agitées sont des revendications d'équité et de justice d'une part, et également de violation de nos droits d'autre part. Dans l'administration en général, c'est des questions d'équité et de justice. C'est ça qui agite les collectivités territoriales. APROSI, c'est ça qui agite également le collectif interministériel des agents de l'administration, entre autres, et le secteur primaire également. Il y a la situation des banques, la CBAO, qui refuse de résoudre les préoccupations séculaires des travailleurs. Le combat est entamé et on le mènera jusqu'au bout. Dans tous les cas, il faut s'asseoir et discuter, donc privilégier le dialogue, mais dans bien des cas, c'est complexe, comme par exemple pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous dit la présidente du Haut Conseil du dialogue social. L'action du Haut Conseil est réduite au sein des universités. Et ce n'est pas pour n'avoir pas saisi les autorités compétentes. Nous entendons informer l'opinion pour qu'on ne puisse pas penser que le Haut Conseil ne fait rien pour apaiser au sein des universités. Au sein des universités, nous avons des parties prenantes. Mais toutes ces parties prenantes n'ont pas la même posture par rapport au dialogue social. Cependant, l'apaisement du climat social est une nécessité et le préserver est très important pour éviter les conséquences que cela peut engendrer. RFM 94.0, la radio en puissance. À 12h13, venons-en à l'affaire Oustas Oumar Sall, placé en garde à vue pour offense à la tariqa tidjane. Selon un chercheur au laboratoire d'islamologie de l'IFAN, les divergences doctrinales au sein de l'islam datent de très longtemps, mais les critiques telles que certains le font contre les confréries au Sénégal sont à condamner. Un avocat, quant à lui, rappelle que la liberté de culte est bien protégée par la Constitution. Seydou Nourouba. Dr Seyd Jamil Niane, chercheur au laboratoire d'islamologie de l'IFAN, il explique les divergences doctrinales au sein de l'islam. Il faut savoir que dans l'islam, il y a plusieurs courants, d'accord? Il y a ceux qui se réclament du sunnisme, et ceux qui se réclament du chiisme, et ceux qui se réclament d'autres courants. À l'intérieur du sunnisme, maintenant, il y a des divergences. Les soufis sont des sunnis, mais il y a à l'intérieur du sunnisme un courant particulier, c'est le courant salafi, qui refuse toute lecture ésotérique de l'islam, toute lecture métaphorique de l'islam et qui rejette tout ce qu'ils appellent innovation. Innovation, en fait, dans leur compréhension, c'est les pratiques au nom de l'islam qui ont émergé après les 3 premières générations musulmanes, c'est-à-dire après le prophète et ses compagnons. La critique, ce n'est pas grave, mais la manière dont elle est faite au Sénégal est à déplorer et à condamner. Parfois, il y a une certaine maladresse et quelquefois quand même des manipulations factuelles. C'est le cas par exemple dans une de ses sorties. Oumar Sall disait clairement que Cheikh Ahmed Tidjani, par exemple, le fondateur de la Tidjani, n'était pas un musulman, qu'il était un chrétien converti. Sur le plan juridique, un avocat tient à apporter une précision sur l'affaire Oustaz Oumar Sall, maître Aboubakri Baro. On parle d'offense à chef d'État, d'outrage à magistrat ou d'un fonctionnaire, policier, d'un gendarme. Mais pour ce qui est d'un groupe ou d'une ethnie, d'une religion, on parle de diffamation. L'article 261 parle de diffamation commise envers les partis par l'un des moyens énoncés à l'article 248 du Code pénal. Ces moyens, c'est la radio, la télévision ou tout moyen, en tout cas, destiné à atteindre le public. Ça peut être les réseaux sociaux, en l'occurrence. Alors, le coupable risque 3 mois à 2 ans ferme. L'avocat de rappeler que la liberté de culte est bien protégée par la Constitution sénégalaise. Selon Dr Seyd Jamil Niane et Maître Aboubakri Baro, le plus important, c'est de s'accorder sur des valeurs plutôt que de s'attarder sur des futilités. La tournée du chef de l'État après Kaolack, le président Macky Sall est à Kaffrine. Il doit y inaugurer la sphère administrative régionale avant de tenir cet après-midi un conseil présidentiel
pour la plupart des Kaffrinois. La plupart des Kaffrinois saluent la réalisation de cette infrastructure, mais pensent que Kaffrine a d'autres priorités. Un micro-trottoir réalisé par notre correspondante Ndeye Awabey. C'est bien une priorité. Kaffrine est une région naissante qui manquait de tout. Quand Kaffrine venait d'être érigée en région, jusque-là, tous les services de l'administration, départementale comme régionale, étaient logés dans des maisons conventionnées. Si aujourd'hui, tous ces services-là se regroupent dans un seul lieu, ça c'est un bénéfice pour l'usager. Nous saluons vraiment ce bijou que le chef de l'État va inaugurer. Mais pour moi, il y a d'autres priorités. Vous savez, il faut augmenter l'extension de l'électricité dans plusieurs quartiers de la ville. Vous entrez dans la sphère administrative, en moins de 30 minutes, vous réglez le papier que vous sollicitez. Donc nous ne pouvons que remercier le président de la République de cette réalisation. Dans notre quartier Darussalam, il n'y a toujours pas d'électricité. L'accès à l'eau aussi est un véritable calvaire. La sphère, certes, c'est une bonne chose, mais je pense que le chef de l'État devrait plutôt s'intéresser aux difficultés des populations actuellement. Parce que aussi le président ne peut pas satisfaire tout le monde. Si c'est compte tenu de notre maigre moyen, alors le président ne pourra pas couvrir vraiment tout ça. Après Kaffrine, le président Sall est attendu à Fatick, son fief, demain vendredi. Sur place, il doit tenir un conseil présidentiel également dans l'après-midi. Allons à Tivaouane, plusieurs élèves de terminale 3e et CM2 risquent de ne pas passer les examens de fin d'année. C'est parce qu'ils n'ont pas d'acte d'état civil. À rappeler qu'en 2012, l'état civil de Tivaouane avait été incendié. Le maire de la commune a profité de la visite d'une délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales pour lancer un cri du cœur. Il demande également au chef de l'État de signer le décret pour la reconstitution de l'état civil de Tivaouane. Reportage, Cheikh Anta Diop. Visite guidée au niveau de l'état civil de Tivaouane, l'officier d'état civil ainsi que le maire et ses adjoints ont fait savoir aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales les difficultés auxquelles le centre d'état civil de Tivaouane est confronté. Dembo Diopsi est le maire de Tivaouane. L'état civil a été détruit à 90%. On est en train de faire la reconstitution. Pour pouvoir faire la reconstitution, il faut obligatoirement un décret. Nous avons pensé au départ que ça n'allait pas être long, mais ça a duré presque 1 an et ça n'a pas encore été fait. Et des élèves qui sont dans les classes et qui n'ont pas de papier normalement légal. C'est le cas du gosse qui a le bac. Il a eu des mentions très honorables, très bien. Actuellement, il l'a eu sur le nom de quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, c'est un problème. Le second problème, c'est avec les Dara. Ici, vous voyez des gens qui amènent leurs enfants, qui les confient à un Serigne Dara. Les gens restent ici à Tivaouane 3 ans, à 30 ans, 35 ans. Donc eux aussi, ils sont obligés d'avoir un état civil normal. Des problématiques toujours d'actualité qui interpellent tout le monde. Yves Lamine Ciss, au Conseil des collectivités territoriales, chef de la délégation, a pris bonne note et promet de contribuer à l'amélioration de cette problématique. C'est pourquoi donc nous sommes là aujourd'hui pour faire un diagnostic ensemble pour voir quels sont les points forts mais aussi les points faibles au niveau des collectivités territoriales pour donner des avis au président de la République et aux différents ministères qui travaillent dans ce cadre-là. Auparavant, la délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales a aussi visité l'état civil de Niakhène. Les mêmes problèmes ont été soulevés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Fama Dione, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. On commence avec la présidentielle au Libéria. Les appels au calme se multiplient avant l'annonce des résultats. Le Libéria est dans l'attente des résultats après le second tour de la présidentielle de mardi 14 novembre. Le président sortant George Weah et face à l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, Joseph Boaké. Au premier tour, les deux candidats étaient au coude à coude. Il y avait à peine 7000 voix d'écart entre ces deux personnalités. À travers un communiqué, la mission d'observation de la CEDEAO a exprimé sa profonde inquiétude au sujet des déclarations provocantes et de conférences de presse planifiées par des partis politiques pour annoncer les résultats de manière prématurée. L'organisation sous-régionale a donc appelé les partis politiques au calme et leur a demandé d'attendre l'annonce officielle des résultats. Les Malgaches également appelés aux urnes pour un scrutin boycotté par l'opposition. Et les électeurs malgaches choisissent ce jeudi leur prochain président
Face au président sortant André Rajoelina, candidat à sa réélection, 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott. Nafissatou Silla. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures du matin. Plus de 11 millions d'électeurs sont attendus. Sur les 13 candidats, 10 sont de l'opposition et ils ont décidé de boycotter le scrutin. Seuls les 3 autres vont s'affronter dans les urnes et parmi eux le président sortant André Rajoelina. Ce dernier se dit confiant de l'emporter. Jusque-là, le vote se déroule dans le calme après une nuit de couvre-feu dans la capitale et c'est après des actes de sabotage contre les bureaux ou du matériel de vote hier. L'un des principaux enjeux du scrutin sera de voir si les électeurs favorables à l'opposition parmi les inscrits vont décider ou non de rester chez eux. Cependant, quel que soit le résultat qui sera connu avant au moins une semaine, la crise risque de durer. Le chef de l'État sortant s'est lui félicité de voir que la population a voté en masse tout en dénonçant les gens qui essaient de semer des troubles et empêcher les élections. 10 opposants et des candidats ralliés dans un collectif rassemblant notamment 2 ex-présidents et d'anciens ministres ont réclamé une suspension du processus électoral. Ils ont depuis début octobre multiplié les appels à manifester. Au Togo, 2 journalistes emprisonnés pour diffamation. Les 2 journalistes avaient été placés lundi en garde à vue. Ils sont poursuivis pour diffamation et atteinte à l'honneur d'un ministre et incitation à la révolte pour avoir affirmé sur les réseaux sociaux que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière s'était fait voler 400 millions de francs CFA à son domicile. Le ministre qui avait bien déclaré un cambriolage auprès de la police sans que le montant ne soit rendu public avait porté plainte contre les 2 journalistes. Ils étaient donc revenus lundi sur leurs affirmations en expliquant sur Facebook que des investigations poussées avaient montré que le montant communiqué était surestimé et n'atteindrait pas la somme de 400 millions de francs CFA. Les 2 journalistes ont donc été mis en examen et écroués mercredi dans une prison située à Lomé, la capitale togolaise. La guerre au Moyen-Orient, l'ONU veut une enquête internationale sur les violations du droit humanitaire. L'armée israélienne poursuit ce jeudi 16 novembre son opération dans le principal hôpital de Gaza, un site militaire stratégique du Hamas. Selon elle, des milliers de civils s'entassent dans ce lieu, suscitant de vives inquiétudes et critiques. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait état ce jeudi d'allégations extrêmement graves de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas et demandé une enquête internationale. Hier mercredi, Israël a affirmé avoir trouvé des armes et équipements militaires dans l'hôpital Al-Shifa, ce que le Hamas a démenti. Et puis Joe Biden et Xi Jinping renouent le dialogue américano-chinois. Après un an de froid, les présidents américains et chinois ont renoué le dialogue mercredi en marge du sommet de l'APEC à San Francisco. Leur entretien constructif et productif va déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau. Salimata Ao. Joe Biden et Xi Jinping ont renoué le dialogue mercredi en marge du sommet de l'APEC à San Francisco. Les 2 chefs d'État ont rétabli hier mercredi un dialogue resté en souffrance pendant un an, mais ont aussi exposé leurs différends au grand jour. De manière révélatrice, le président américain a dit lors d'une conférence de presse qu'il considérait toujours son homologue chinois comme un dictateur. Les 2 hommes ont eu une réunion avec leurs délégations respectives, puis un déjeuner de travail en petit comité et enfin une promenade en tête-à-tête. Le président américain avait appelé au début de la réunion à gérer la rivalité de manière responsable pour s'assurer qu'elle ne dégénère pas en conflit. Xi Jinping, qui a mis en garde contre les conséquences insupportables d'une confrontation, a estimé que la Chine et les États-Unis ne pouvaient pas se tourner le dos. En mars, le président chinois avait dénoncé une stratégie américaine d'encerclement alors que les États-Unis musclent leurs alliances en Asie-Pacifique et empilent les sanctions économiques sur la Chine. Xi Jinping et Joe Biden s'étaient parlé pour la dernière fois en novembre 2022 en marge du sommet du G20 de Bali. La relation bilatérale n'avait ensuite cessé de se crisper, menaçant même de dérailler avec le survol du territoire américain par un ballon chinois en début d'année. Washington avait dénoncé une opération d'espionnage, ce que la Chine avait démenti. Merci. Salimata Aou, voilà Souleymane, c'est tout pour ce journal international. Merci Famadion. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce jeudi, journée nationale des personnes âgées au Sénégal. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons donc du troisième âge dans notre pays avec le docteur Ousseinouka, médecin gériatre, enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey, et Ousmane Sarr, président de l'Association nationale des personnes pensionnées de l'IPRES. RFM Sport. Le journal des sports présenté par Cher Tidiane Diagne. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymania, et bonjour à tous. D'abord, les nouvelles des Lions du football qui entament samedi la campagne pour le Mondial 2026. Une séance d'entraînement est prévue cet après-midi. Le match se jouera à huis clos, sans public. Les Soudanais, ou alors les Sud-Soudanais, arrivent ce jeudi et effectueront une séance d'entraînement demain sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade Diamniadio, qui doit donc abriter cette rencontre lors de la première journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde. Hier, les choses ont déjà démarré dans le groupe du Sénégal. La RDC a très bien commencé donc ces éliminatoires en battant à domicile la Mauritanie au stade des Martyrs de Kinshasa. L'attaquant de Brentford, Yann Wissa, a ouvert le score en seconde période à la 103e minute de jeu. Bongona, pensionnaire du Spartak Moscou, a également marqué le deuxième but des Congolais. Voici la réaction de Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui, c'est l'effectif global et de ne pas être indépendant d'un seul joueur. Donc, l'entraîneur Sébastien Desabre, nous allons écouter Amir Abou, le sélectionneur de la Mauritanie, qui reconnaît la supériorité des Congolais. On a fait une première mi-temps où on n'avait pas la possession. La RDC a eu le ballon constamment. On n'a pas réussi à trouver des transitions. Voilà, on s'est fait punir contre une belle équipe congolaise. Des extraits certes courts, mais très expressifs des deux sélectionneurs qui ont réagi donc à l'issue de la rencontre qui s'est déroulée donc hier à Kinshasa entre le Congo, la RDC, et l'équipe de la Mauritanie. À vous, Suleiman. À présent, le programme complet des matchs en zone Afrique. Voilà, tout à l'heure, à 13h, Botswana contre le Mozambique, c'est pour le compte du groupe G. À la même heure, le Burundi accueille la Gambie dans le groupe F. À 16h également, d'autres rencontres sont prévues. L'Algérie joue notamment contre l'équipe de la Somalie, c'est dans le groupe G. À la même heure, au Caire, l'Égypte joue contre Djibouti, c'est le groupe A. Kenya est en déplacement au Gabon, c'est dans le groupe F. À la même heure, à 16h, Nigeria contre le Lesotho, groupe C. 16h également, Soudan contre Togo, groupe B. À noter que le Cap-Vert accueille dans le groupe D l'équipe de l'Angola. Ce sont donc les rencontres prévues pour aujourd'hui et qui vont se poursuivre pendant donc le week-end. Parlons maintenant du mondial U17. Oui, cela se poursuit en Indonésie. Le Sénégal, déjà qualifié, dispute son dernier match de poule demain vendredi à 9h face au Japon, qui va livrer un duel à distance avec l'Argentine. Pour rejoindre donc le tableau des huitièmes de finale, a précisé que le Sénégal a signé 2 victoires en 2 sorties respectivement face à l'Argentine 2-1 et la Pologne 4-1. Ce jeudi, le Mali s'est aussi plutôt qualifié en huitième de finale après sa victoire sur le Canada 5-1. Le Maroc joue actuellement contre le pays hôte Indonésie, garde ses chances de qualification intactes. On en est à la 28e minute de jeu, le score est de 0 but partout entre les deux formations. C'est l'essentiel des actualités sportives de ce midi, Suleiman. Merci, cher Diane Diagne. La revue de presse avec Georges Détié-Diop. Le leader du parti PASTEF dissous va mieux. Selon Sourça, l'état de santé du maire de Ziguinchor s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, si l'on se fie au journal, il arrive que, depuis son lit d'hôpital, Ousmane Sonko lise, écrive ou taille bavette avec les siens. Demain vendredi, la Cour de justice de la CEDEAO va rendre son verdict sur la saisine de ses avocats, sur sa radiation des listes électorales et sur la dissolution de PASTEF. Demain aussi, la Cour suprême va examiner la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor suite au recours de l'agence judiciaire de l'État. C'est pourquoi d'ailleurs Tribune parle d'un 17 novembre décisif, là où Walf Quotidien fait état d'une grosse pression sur Macky Sall, le chef de l'État, qui poursuit sa tournée économique. Hier à Kaolack, le chef de l'État a présidé un conseil présidentiel sur le développement de la région. Les journaux s'en font d'ailleurs l'écho et s'arrêtent surtout sur le programme d'investissement prioritaire régional 2024-2026. Sud Quotidien rapporte que Macky promet 1000 milliards, ce que confirme le Soleil qui fait état
de 1000 milliards de francs CFA pour Kaolack, alors que le quotidien parle de plus de milliards sur Kaolack. Le Soleil informe que la part belle est faite aux infrastructures routières et à l'énergie, et Mbadakhoune est déjà dans les habits d'une ville universitaire. Les Échos rendent compte du Conseil présidentiel et relèvent que Macky sermonne les étudiants et promet 1000 milliards pour Kaolack. Le journal rapporte ses propos selon lesquels la vocation de l'étudiant, c'est d'étudier pour trouver des perspectives pour soi-même, sa famille et son pays. Les tournées économiques de Macky Sall, vues par Momar Thiam dans Sud Quotidien, selon l'expert en communication politique, il chercherait à jouer d'une proximité relationnelle. Son premier ministre, lui, occupe la une du journal Enquête, tir croisé sur Amadouba. À quoi joue l'Alliance pour la République, s'interroge le journal. Travail de sape ou de déstabilisation? La candidature d'Amadouba est chahutée de l'intérieur. Risque de légitimation et de sortie affaiblie de cette séquence. Ibrahima Bahoum confie au journal, je le cite, tu ne peux pas demander à Macky de choisir et venir derrière critiquer. Pape Amadou Fall, lui, est convaincu qu'il doit rompre avec le président et s'affirmer auprès des Sénégalais. Le journal Enquête qui s'entretient d'ailleurs avec Pape Mahawa Diouf, le porte-parole de Benno Bokk Yakaar. Pour lui, Amadouba est le candidat. Il n'y a pas de plan B. Ces interviews d'acteurs politiques à lire également dans les journaux ce matin. D'abord, dans Source A, Fadel Barro de Y'en a marre. Il est question, dans cet entretien, de sa candidature à la présidentielle de 2024, de la polémique autour de la direction générale des élections, de l'immigration irrégulière, de l'affaire du corps exhumé et brûlé à Kaolack. Fadel, tout rageux aux pages 4, 5 et 6 de Source A. Et dans les Échos, c'est Ababakar Mbaye Abba de Tahaou Sénégal qui se confie, entre autres sujets abordés, la démission du groupe Yewi, les relations avec ses ex-alliés, le groupe parlementaire pour Tahaou. Abba dit ses vérités dans les Échos. L'Observateur, pendant ce temps, propose à ses lecteurs une enquête sur les milliards de la santé. Où vont les fonds? Difficultés dans le renouvellement des équipements, retard dans les paiements des charges de personnel, investissement sur fonds propres insuffisants, diagnostic d'un mal profond pour les acteurs du secteur, difficultés persistantes malgré des milliards d'investissements. Les sports pour terminer. D'abord, le quotidien Stade qui s'intéresse à l'attaque des Lions. Boulaye Jackson qui, à la pointe, s'interroge le journal, dia moins performant en club. Jackson est en avance sur Boulaye, confient certains spécialistes. Le journal Sunulam pour terminer, site qui flingue l'acte 2, qu'il sache, dit-il, qu'il ne le craint pas. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h33, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre aujourd'hui du troisième âge au Sénégal, prétexte la journée nationale des personnes âgées. À la suite de la journée mondiale sur le thème « Tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées à travers les générations ». Et pour en parler, nous sommes avec deux spécialistes et personnes concernées, le docteur Ousseynou Ka, médecin gériatre enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey. Bonjour, docteur Ka. Bonjour. Nous sommes également avec M. Ousmane Sarr, président de l'Association nationale des pensionnés de l'IPRES. J'ai envie de dire bonjour, doyen Sarr. Bonjour. Je commence avec vous, si vous le permettez. Qu'est-ce que être une personne du troisième âge aujourd'hui au Sénégal? Quels sont les avantages, quelles sont les difficultés? En résumé, il y en a beaucoup, mais comment vit-on le troisième âge au Sénégal? Merci, je vous remercie vraiment du plateau auquel vous m'avez convié. Toute l'équipe de la RFM. Le troisième âge aujourd'hui au Sénégal est laissé à lui-même. Parce que nous sommes des personnes vulnérables. Ce qui importe le plus pour nous, c'est le volet médical. Et vous le savez vous tous, qu'ici au Sénégal, surtout nous, pensionnés de l'IPRES, ça fait presque 2 ans que nous ne pouvons pas vous soigner dans aucune structure médicale au Sénégal. Peut-être... Et pourquoi cela? Vous avez des raisons? On vous a expliqué pourquoi? Non, les raisons, c'est entre l'IPRES et les structures sanitaires et les instituts sanitaires. Nous ne savons pas exactement lesquelles raisons. Mais une fois que tu es malade, que tu ailles à l'hôpital, on te dit que l'IPRES nous doit de l'argent. L'IPRES renvoie la balle aux structures sanitaires pour dire qu'il y a des surfacturations et tout. Mais nous comprenons. Mais on prie le bon Dieu, ça fait même pas un mois.
les choses ont recommencé, mais uniquement dans le cadre de la consultation, dans le cadre des analyses, dans le cadre de la radio. Pour les ordonnances, c'est nous qui prenons ça en charge. Tu vois. Donc, pour revenir à mes propos, c'est pour vous dire que les retraités au Sénégal sont extrêmement fatigués. Parce que vous le connaissez de vous-même. Actuellement, il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Nous sommes à la retraite, nous gérons le quotidien de la maison, les factures d'électricité, les factures d'eau, avec les pensions modiques que nous n'ignorons pas. Voilà en général procès les difficultés auxquelles les retraités, surtout de l'EPRES, sont confrontés au Sénégal, les personnes en général du troisième âge. N'est-ce pas? On reviendra à vous tout à l'heure. Docteur Ousseinouka, Ousmane Sarr l'a évoqué tout à l'heure, l'un des points critiques justement, c'est la santé de ces personnes du troisième âge. Ces personnes du troisième âge qui prennent de façon lente, mais sûrement, une place plus importante dans la société. Selon le dernier recensement, les plus de 60 ans représentent 1 074 575. C'est environ 6% de la population, un peu plus que lors du dernier recensement. Comment la problématique de la santé des personnes du troisième âge se manifeste-t-elle? Oui, merci en fait de m'avoir convié à cette invitation pour discuter de la problématique des personnes âgées. Et je remercie aussi le doyen, donc toute l'association des personnes âgées. Et c'est vrai que la santé est une préoccupation des personnes âgées parce qu'en fait, vous savez très bien que quand on prend de l'âge, plus on avance en âge, puisque la personne est confrontée à des difficultés vraiment sanitaires. Et ceci d'autant plus qu'encore, puisqu'en prenant de l'âge, la personne devient polypathologique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une seule pathologie, mais elle est confrontée à plusieurs pathologies, l'hypertension artérielle, le diabète, la prostate, les yeux, etc. Et ceci c'est ça qui pose vraiment, c'est ça qui définit la problématique de la prise en charge vraiment des personnes âgées. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, l'âge est un facteur de risque, mais il y a aussi d'autres facteurs de risque qui s'y associent, tels que la sédentarité, une hygiène alimentaire défectueuse, le tabagisme, etc., etc. Et on catégorise les pathologies en deux types. Il y a ce qu'on appelle les pathologies chroniques non transmissibles. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les pathologies aiguës transmissibles qui atteignent la plupart les personnes. Ce qui veut dire qu'à un âge avancé, vraiment, on est confronté vraiment à beaucoup de pathologies. Qu'en est-il de la prise en charge? J'imagine que vous allez parler de cela. Est-ce qu'il y a une offre suffisante pour répondre à la demande qui, pour l'instant, peut être considérée comme marginale au regard du reste de la population? Mais M. Sarr le disait tout à l'heure, des difficultés à accéder aux services de santé, des personnes âgées, retraitées, pensionnées qui sont renvoyées. Est-ce qu'il y a suffisamment de structures, de spécialistes pour prendre en charge cette demande? Oui, je veux vous dire vraiment à cette dernière question. C'est vrai qu'il y a une réelle volonté politique vraiment du ministère de la Santé à prendre en compte les préoccupations des personnes âgées dans le système de soins. Comme en atteste, on est en train de mettre en place, il y a le centre de gérontologie de Ouakam, il y a le centre qui est géré par mon ami professeur Komé, qui est au niveau de FAN, qui est un centre spécialisé et dédié aux personnes âgées. Il y a le centre de l'IPRES, il y a un centre au niveau à Dakar, il y a un autre à Pékin. Il y a aussi la construction, un nouveau centre de gérontologie et gériatrie à Thiès. Ce qui veut dire que ce dynamisme-là, vraiment que je pense que est enclenché, et on voudrait que au niveau de chaque région, qu'il y ait vraiment un centre de prise en charge des personnes âgées. Est-ce que le personnel suit? Est-ce que vous êtes assez nombreux, vous les gériatres, pour prendre en charge justement ces personnes âgées? Ok. Maintenant, on revient au personnel. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a une formation vraiment du personnel. Il y a ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire que les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui sont dans les structures sanitaires,
Et au niveau du ministère de la Santé, on les capacite autant que ce peut dans la prise en charge des personnes âgées. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la formation initiale. Maintenant, on a intégré des modules de formation de gérontologie et gériatrie au niveau, dans la formation des infirmiers, des sages-femmes, et même au niveau vraiment de la formation des médecins, il y a des modules de prise en charge des personnes âgées. Et en dehors vraiment de la formation médicale, on a aussi, au niveau de l'UCAD, il y a ce qu'on appelle des diplômes de spécialisation. Comme les médecins se spécialisent en radiologie, en pédiatrie, en gynécologie, il y a des médecins qui sont inscrits à la faculté de médecine, qui sont spécialisés en gérontologie et gériatrie. C'est vrai que la masse critique n'est pas si importante, mais je pense qu'on est dans le processus d'ici quelques années, et vous verrez vraiment que partout au niveau des hôpitaux, partout au niveau des centres de santé, on aura, à côté des pédiatres, à côté des gynécologues, vous verrez qu'il y a vraiment des médecins spécialisés en gérontologie et gériatrie. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler justement de l'équité territoriale, de l'équité sociale. Est-ce que toutes les personnes âgées partout au Sénégal peuvent accéder à la même qualité, à la même disponibilité de services de santé et l'initiative privée aussi. Mais avant cela, je voudrais évoquer avec Monsieur Sarr la question des retraites, justement. Les retraités, en tout cas pensionnés, que ce soit au Fonds national de retraite, que ce soit à l'IPRES, en tout et pour tout, c'est un peu moins de 200 000, si je ne m'abuse, en tout cas 73 000 au FNR et je pense un peu moins de 100 000 ou 100 000 au niveau de l'IPRES. C'est une partie simplement des personnes âgées. D'abord, pour les retraités, les pensionnés, comment se passent les choses? Et pour les non-pensionnés, quels sont les mécanismes que vous suggérez pour que, arrivé au troisième âge, on ne soit pas confronté aux difficultés qu'on a passé toute sa vie à tenter d'éviter en travaillant, justement? Merci. Bon, au niveau de l'IPRES, d'après les dernières statistiques, nous sommes au nombre de 147 000 retraités au niveau de l'IPRES. Ça nous fait un peu plus de 200 000, donc si on met les gens du FNR aussi. Oui. Au niveau de l'IPRES, donc nous sommes à 147 000 retraités. Donc au niveau du FNR, bon, je l'ignore. Donc avec vraiment au niveau de l'IPRES, pour les pensions, vraiment, moi qui vous parle, je suis parti à la retraite en 2014. Quand j'étais à la retraite en 2014, on nous payait une pension bimensuelle, c'est-à-dire une pension de 2 mois. Avec cette pension de 2 mois, il y a les retraités qui demandaient à ce que la pension soit mensualisée. La pension a été mensualisée, je pense, après 2 ans ou 3 ans après. C'est sous le règne de Mamadou Diadji Mbeng, l'ex-maire de Tivaouane, qui était au niveau de la direction générale de l'IPRES. Maintenant, quand la mensualisation est venue, on a divisé la pension qu'on nous paye bimensuellement par 2. D'accord, je suis d'accord. Mais, toujours, je parle du contexte que nous vivons, des réalités que nous vivons au Sénégal. Je l'ai dit tantôt. Je disais que nous, les retraités, nous sommes toujours le ministre des Finances au niveau de la maison. C'est nous qui donnons la dépense quotidienne, c'est nous qui payons les factures, les scolarités pour les enfants et tout. Avec une pension modique, c'est pas possible. Le docteur parlait tout à l'heure de sédentarisme et de stress. Mais nous sommes les plus stressés au monde, les retraités de l'IPRES. Nous sommes les plus stressés au monde. Et ça ne se comprend pas. Pourquoi ça ne se comprend pas? Nous, durant toute notre carrière, nous avons cotisé. Chaque mois, on cotisait. La somme que nous cotisons, c'est cette même somme que le patronat cotise. L'IPRES, en tant qu'institution, prend cette somme. Elle fait des placements. L'IPRES est dans l'immobilier. L'IPRES est dans le foncier. Mais avec cet argent-là, la manne financière-là que l'IPRES récolte, mais il est inadmissible qu'au niveau de la sous-région, que le Sénégal soit le pays le moins payé côté retraite. Les pensions n'ont-elles pas été revalorisées il y a quelques années, 2-3 ans? Mais la revalorisation là, c'est pas une revalorisation. Le problème
c'est le problème. On calcule les pensions sur des points. Et ce système-là n'est pas avantageux. Il faut que l'on sache ce système. Si jamais ce système ne change pas, on augmente une pension de 10 000 francs, de 10%. Si tu as 100 000 francs, c'est 10 000 francs. Et rares sont les personnes qui bénéficient actuellement d'une pension de 100 000 francs. Donc, vous voyez. N'est-ce pas? Et puis, ce que l'on demande, nous connaissons notre institution. Ce qui est aberrant aussi, comment se fait-il que, au sein du conseil d'administration, que les retraités ne puissent pas siéger? Ce qui siège, c'est le patronat, les travailleurs en activité qui sont représentés par le syndicat et l'État. Alors que nous sommes les actionnaires, nous sommes les principaux actionnaires. On décide, nos voix ne sont pas délibératives, nous ne sommes que des observateurs. Mais c'est aberrant. N'est-ce pas? Ça fait beaucoup de choses, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, doyen Ousmane Sarr, président de l'Association nationale des pensionnés de l'IPRES. Je termine avec vous, docteur Ousseynou Ka, que représente l'initiative privée. Vous avez évoqué tout à l'heure le professeur Koumé, qui était le directeur du centre médico-social de l'IPRES il y a quelques années, qui enseigne et qui certainement s'est engagé, s'est investi. Il y a d'autres initiatives. Y en a-t-il suffisamment pour répondre? Et ces initiatives sont-elles équitablement réparties sur le territoire pour que les personnes âgées partout sur le territoire puissent accéder aux services de santé de qualité? Ok, merci. Peut-être que pour relever peut-être 2 points, en fait, il faut faire la part entre personnes âgées et retraités. Oui, bien sûr. C'est ça. Et les retraités, c'est vrai que c'est une partie importante, mais quand on prend l'ensemble des personnes âgées, les retraités, je pense si je ne me trompe, ça représente entre 25 et 30%. C'est pourquoi que c'est important de raisonner de façon globale. La deuxième chose aussi, il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'on a mis en place avec les autorités, cela avait mis en place ce qu'on appelle le plan Sésame et qui fonctionne. Et le plan Sésame est actuellement géré au niveau, c'est-à-dire que au niveau de la couverture médicale universelle. Maintenant, on va essayer de renforcer. Il y a des stratégies de renforcement. On ne va pas avoir tout de suite tous les résultats, mais on est dans une phase de renforcement vraiment de l'initiative de prise en charge des personnes âgées, qu'on appelle le plan Sésame. Et le plan Sésame, c'est vrai que les fonctionnaires vont être pris en charge par le FNR, les retraités de l'IPRES vont être pris en charge par une institution, et les personnes âgées qui n'ont pas de pension vont être prises en charge par le plan Sésame. Et actuellement, on est en train de voir comment faut-il faire pour que les mutuelles de santé puissent prendre en charge les personnes âgées. Et ça revient vraiment à la question que vous posez, la question vraiment d'équité territoriale. Et c'est vrai aussi, il ne faut pas que les gens pensent aussi que s'il n'y a pas de gériatre à Tambacounda, c'est qu'il y a un problème d'inéquité. Non. Le médecin qui a été capacité, qui a été formé, mais peut prendre, qui est médecin journaliste, peut prendre en charge les personnes âgées jusqu'à un certain niveau. Maintenant, à partir d'un niveau, il peut référer à un niveau supérieur, ce qu'on appelle la référence horizontale. Et souvent, on entend souvent qu'il n'y a pas de gériatre à Tamba ou bien à telle zone. C'est pas un quitter parce que les médecins qui sont là-bas ont été capacités. Maintenant, la logique vraiment des autorités sanitaires, avec le plan Sésame, on a mis en place la formation est un élément extrêmement important. La formation et vraiment le renforcement en capacité du personnel est un élément aussi important. Ce qui veut dire qu'on va essayer de mailler le pays pour que vraiment, on ne dit pas qu'on va résoudre tout de suite le problème d'inéquité, mais on va faire de telle sorte que dans les années à venir, que ce problème vraiment ne se pose plus. Et je vous avoue que moi, j'ai voyagé dans la sous-région, que le Sénégal peut s'estimer heureux
parce qu'on est vraiment en matière de gérontologie et gériatrie, raison pour laquelle la plupart des étudiants de la sous-région viennent se former à Dakar dans ce domaine-là. Merci docteur Ousseinouka, médecin gériatre enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey. Merci Ousmane Sarr, président de l'association nationale des pensionnés de l'IPRES. 12h50. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Alioune Ba, Digital Maïsambaï, à la production Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous